votre mari. C'est la fève de Vous cacao. êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et vous pouvez également nous retrouver en streaming sans interruption ou en live ou en direct comme vous préférez sur le site globule.chamonix.radio. Et alors, on accueille Thierry Maleret à notre table. Bonjour Thierry. Bonjour à vous. Thierry Maleret, vous êtes né à Paris et puis vous avez grandi dans une éducation franco-italienne, puis passé par la Sorbonne, les écoles de haute études en sciences sociales à Paris, avant d'obtenir votre doctorat en économie à l'université d'Oxford. Vous êtes cofondateur et contributeur principal de Monthly Parameter, une lettre d'analyse et de prospective distribuée dans le monde entier, dédiée aux investisseurs privés, et l'organisateur du Summit of Mind, ce qu'on voit sur votre t-shirt, si on le voit peut-être, l'événement annuel, je me suis complètement perdue, l'événement annuel du Monthly Parameter. Vous êtes un des faiseurs d'opinion les plus suivis, tant par le grand public que par les spécialistes en termes d'économie. Jusqu'en 2011, vous gérez 2 autres sociétés, Informed Judgment Partner et Rainbow Insight, délivrant des conseils personnalisés en matière de gestion, de placement et de stratégie financière. Auparavant, vous fondez et dirigez Global Risk lors du Forum économique mondial, un réseau qui rassemble des forgeurs d'opinion et des décideurs politiques les plus influents, ainsi que des chefs d'entreprise et des universitaires, afin d'examiner la façon dont les questions mondiales affecteront les affaires et l'entreprise à court et long terme. Pendant des années, Thierry Maleret, vous concevez et mettez en œuvre un programme de Davos et vous donnez des conférences à l'échelle mondiale. Vous avez aussi sous le coude d'autres expériences professionnelles, la banque d'investissement, économiste en chef et stratège d'une grande banque d'investissement russe et économiste à la Bird à Londres. Des groupes de réflexion et des universités à la fois à New York et à Oxford. Thierry Maleret, vous travaillez aussi pendant 3 ans comme chargé de mission au sein du cabinet du Premier ministre français, Michel Rocard, avant d'effectuer des travaux de recherche dans des think tanks américains et à l'université d'Oxford. Vous avez écrit des livres économiques, des articles universitaires. Vous avez publié 4 romans ou thrillers, dont 3 sous un pseudonyme. Coécrit un livre avec votre femme, Mary-Anne Maleret, 10 bonnes raisons d'aller marcher, un plaidoyer sur les bienfaits de la marche. Et sur cette voie-là, vous travaillez aussi avec Blaise Agresti sur Mountain Path, prendre de la hauteur pour renouveler l'essentiel, être en montagne pour prendre de meilleures décisions. Aussi, vous emmenez des chefs d'entreprise, des hommes politiques, marcher, se dépasser et réfléchir en montagne. Vous êtes aussi le papa de 4 filles, éparpillées dans les 4 coins du monde. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la sortie de votre tout nouveau livre, Covid-19, The Great Reset. Bonjour Thierry. Bonjour Mélanie. Alors, vous avez fait beaucoup de choses. Covid-19, c'est un livre que vous avez coécrit. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler un petit peu de votre co-auteur ? Alors, mon co-auteur, c'est Klaus Schwab. Oui. Le fondateur et le executive chairman du World Economic Forum. Donc, il a créé le World Economic Forum il y a 50 ans. C'est une institution qui est principalement connue par la réunion de Davos, qui réunit chaque année plus de 2000 personnes dans la station de Davos, en Suisse. Et j'ai travaillé donc au début des années 2000 au World Economic Forum. J'ai maintenu une relation de travail avec Klaus lorsque j'ai quitté l'OEF en 2007. J'avais participé à l'écriture de son précédent livre qui s'appelait The Fourth Industrial Revolution. Oui. Et le 15 mars, si je n'ai pas de mémoire, ma femme, Blaise, Stéphanie, sa femme et moi étions en train de skier. En ski de randonnée, Klaus m'a téléphoné, on montait vers les Posettes, il m'a proposé d'écrire ce livre. On a accepté et j'ai commencé de l'écrire tout de suite après. Voilà, et on a terminé la rédaction du bouquin le 7 juillet et le livre est sorti le 12 grâce à la magie d'Amazon. 5 jours entre la conclusion du bouquin et la date de parution. D'accord. Alors ce livre, vous l'avez écrit pendant le confinement. Pour vous, ça a été très productif ce confinement. Alors vous êtes consciente que pas tout le monde peut sortir plus fort d'un confinement comme ça. Enfin, ça vous l'écrivez en tout cas dans votre livre. Vous donnez des exemples quand même. Il y a des gens qui ont fait des choses magnifiques pendant les pandémies. En tout cas, vous donnez l'exemple de Shakespeare qui a écrit quand les théâtres étaient fermés en 1606, Le Roi Lear, Macbeth et Antony et Cléopâtre.
Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça maintenant? Alors évidemment, ça parle du Covid, mais est-ce qu'il y avait un vrai besoin, comme il y avait le Covid, de vous adresser aux gens? C'était un devoir, un besoin? C'était aussi pour apaiser les économistes du monde entier? Comment ça s'est passé? Alors, il y a deux volets dans votre question. Bon, le premier, c'est qu'effectivement, j'ai écrit le bouquin, non pas à Chamonix, un petit peu plus bas, en Haute-Savoie, mais près de Genève, où j'étais confiné. Et on faisait partie, ma famille et moi faisions partie des quelques pourcents de gens extraordinairement privilégiés qui ont pu vivre le confinement dans des conditions très très favorables. On était en montagne, on pouvait sortir, on avait un jardin. Et donc c'était une atmosphère extraordinairement propice pour écrire un livre. Une atmosphère de recueillement. On était pour la première fois depuis des années tranquille, avec la possibilité d'avoir le temps et d'écrire. Oui. Voilà. Et on se rend compte, et d'ailleurs c'est une chose que j'évoque à maintes reprises dans le bouquin, de l'extraordinaire privilège que cela représentait. C'est vraiment une toute petite fraction de la population mondiale qui a pu vivre le confinement dans des conditions aussi privilégiées. On fait référence à Shakespeare, il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres. Après, moi j'ai parlé de Shakespeare parce que je l'adore. Bien sûr. Donc on peut le vivre comme un moment créateur quand on a le bonheur d'appartenir au 1% et qu'on vit le confinement sur un mode relativement léger. La deuxième partie de votre question, c'est j'ai éprouvé la nécessité d'écrire ce livre parce que c'est mon bread and butter, le monde Superbarometer. C'est une lettre de prospective destinée à éclairer les décideurs sur ce qui va se produire dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, de les aider à mieux réfléchir à la façon dont les risques s'entrechoquent, sont connectés les uns par rapport aux autres, les risques économiques, géopolitiques, sociétaux, technologiques, environnementaux. Et donc c'est ce qu'on s'est forcé de faire dans le bouquin, c'est de réfléchir de manière holistique à la façon dont Covid va affecter tous ces domaines dans les années qui viennent. D'accord. Alors, Covid-19, The Great Reset, sans dévoiler tout le livre non plus, c'est un guide qui est quand même, j'ai trouvé, très accessible en termes de lecture pour tout le monde. Moi, je ne suis pas une grande... j'ai pas des connaissances en économie très développées, on va dire, voilà. Ça, vous êtes chanceuse. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très accessible. Et pour vous, le Covid-19, ça a créé un superbe perturbateur, en fait, qui pourrait être, alors je dis bien pourrait être, le magnifique départ pour réinitialiser notre système global, que ce soit social, économique, mais aussi politique. Alors vous pourriez expliquer à nos auditeurs, en fait, pourquoi tout ça? Pourquoi, comment? Bien sûr. Alors, on conclut le bouquin. La fin de la conclusion, on dit on est à la croisée des chemins. Donc, il y a 2 chemins qu'on peut emprunter. Le premier chemin, c'est le retour au status quo qui prévalait avant la pandémie, ce qui signifierait que le monde de demain sera comme le monde d'hier, mais en pire. Et il y a un deuxième chemin qui consiste à dire, puisqu'on vit une crise existentielle majeure, une crise économique très durable, très profonde, qui va se développer dans les mois qui viennent, notamment au travers de l'accroissement du chômage dans le monde entier, une crise sociétale très importante, dont on voit déjà les prémices avec l'émergence de mouvements sociaux dans le monde entier, une crise environnementale aiguë, c'est pas la peine de le répéter, tout le monde le connaît. Donc on se dit, voilà, puisqu'on est dans cette perfect storm, dans ce bain bouillonnant où tous les risques s'entrechoquent les uns les autres, pourquoi ne pas profiter de cette très grave crise pour remettre les pendules à l'heure et pour redémarrer du bon pied? Donc redémarrer du bon pied, on ne fait qu'effleurer le sujet évidemment, parce que c'est un livre qui ne comporte que 280 pages, mais aujourd'hui les 2 risques les plus vitaux auxquels on fait face dans le monde, c'est le risque des inégalités sociales d'une part, et le risque environnemental, dont le réchauffement climatique est l'une des composantes. Donc, ce qu'on suggère dans le livre, c'est de profiter de la crise pour remettre les pendules à l'heure dans ce domaine, donc rendre le monde plus inclusif, plus égalitaire, de mettre un terme aux excès monumentaux qu'on connaît dans l'hypercapitalisme depuis quelques années. Et on est extrêmement attentif, parce que c'est une chose dont on parle depuis des années, aux problèmes d'environnement. Donc, le bouquin est sorti la semaine où le World Economic Forum lançait un grand rapport sur les natural assets, en disant il y a un problème monumental dont on a conscience ici à Chamonix, parce qu'on l'éprouve au jour le jour, on le voit. Oui, c'est sûr, ça si c'est certain. Si on est un petit peu attentif, on voit à quel point ça progresse rapidement. Ça bouge, mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Donc, il faut absolument décarboner l'économie mondiale. Donc,
il y a des solutions qui existent pour le faire. Ce qui manque, c'est la volonté politique pour s'engager dans cette voie. Et bon, encore une fois, on ne fait qu'effleurer le sujet, mais on se dit, voilà, profitons des quelques mois qui viennent, lorsque les mesures fiscales de soutien aux économies vont être mises en place, pour rendre ces mesures fiscales de soutien dépendantes de politiques environnementales fortes. Alors c'est le cas en Europe, puisque la plupart des ressources fiscales seront conditionnées à partir de politiques environnementales très fortes. Donc il va y avoir presque 1,3 trillions, qui seront alloués à la décarbonisation des économies européennes. Et l'Europe est très largement en pointe dans ce domaine, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays. Donc on espère que, enfin, on forme le vœu qu'au cours des mois qui viennent, il y aura un effort en termes de gouvernance globale et que différents pays s'engageront dans cette voie. On va revenir à votre livre, mais avant ça, on va écouter Fête Noire de Flavine Berger. Je plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. Oui, l'endorphine s'est envolée, traçant un arc dans la nuit, de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis, j'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau, sous la surface de l'aurore. Je quitte le va-et-vient des âmes, de l'autre côté du plongeoir. Au loin le reflet du vacarme d'une fête foraine devenue noire. La fête noire, la fête noire. Céleste dessiné par les cris, mes lunettes effilochent le spectre des fontaines, les yeux collés au ciel, tous les visages brillent. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. Tu fais
êtes toujours sur Globule Radio 90.5. Et alors pour les mordus du podcast, vous pouvez aussi vous abonner à nos podcasts via l'annuaire de podcast Apple iTunes. Et vous les retrouverez sous Globule Rencard et Globule Interview. Et pour ceux qui préfèrent la vidéo, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos d'émissions sur la chaîne YouTube Globule Rencard. Et nous sommes toujours avec Thierry Malret. Oui, nous sommes là pour parler de son nouveau livre qui vient de sortir, Covid-19, The Greatest Reset. Alors, merci d'être encore avec nous et de ne pas être parti. Si on vulgarise un tout petit peu, parce qu'il y a besoin de vulgariser un petit peu, on est à la radio, on n'a pas énormément de temps, et puis voilà. Comment est-ce que vous expliqueriez le concept qui vous semblerait bien, enfin, quel bon reset il faudrait faire ? Qu'est-ce qui serait bien à faire ? Alors, ce qui serait bien à faire, bon, il y a une multitude de choses à faire. Oui. Les choses les plus importantes à faire, il y en a 3. C'est d'une part mettre en place un système de gouvernance globale qui soit effectif, parce que c'est extraordinairement difficile de sortir d'une crise globale qui affecte tous les pays au monde sans qu'il y ait un minimum de coordination entre les États. Il y en a eu en 2009, après la grande crise financière. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On voit bien que c'est chacun pour soi. États-Unis, Chine, Inde, Russie, Brésil, chacun poursuit sa voie sans se préoccuper de la position des autres. Donc, ça va être très, très, très difficile de trouver une solution s'il n'y a pas un minimum de coordination. Et aujourd'hui, on va dans la situation totalement inverse. On voit bien qu'il y a une exacerbation des risques géopolitiques. Bien sûr. Chine, États-Unis, conflit de frontières dans les Himalayas entre la Chine et l'Inde, conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, enfin, et je peux en citer des multitudes. Ça, c'est le premier point, donc gouvernance globale. Le deuxième point, c'est de mettre en place des politiques qui permettent de traiter d'une façon positive ces problèmes d'inégalité sociale. Donc on le voit bien, aujourd'hui il y a une monumentale inégalité entre les personnes les plus favorisées et une majorité de personnes qui ne bénéficient pas de leur part du gâteau. Et ça va sans doute exiger une redéfinition du contrat social dans tous les pays du monde. On le voit bien même en France, qui est un pays relativement privilégié par rapport à beaucoup d'autres pays en termes de protection sociale. Bien sûr. On voit bien que les personnes qui ont joué le rôle le plus vital, socialement le plus important durant la pandémie, les infirmières, les médecins, les personnes qui s'occupent de notre environnement, qui vident les poubelles, etc., sont des personnes qui ne sont pas économiquement reconnues. Donc, il va falloir augmenter leur salaire, il va falloir augmenter les niveaux de protection dont ils bénéficient, il va falloir revenir sur le rôle des syndicats, il va falloir qu'il y ait davantage de parité sociale, etc., etc. Et ça, c'est vrai pour tous les pays au monde. Le troisième point, qui concerne un risque qui est considérablement plus important et plus grave que le Covid, c'est le réchauffement, enfin l'environnement au sens large, les problèmes de biodiversité, de ce qu'on appelle les actifs naturels, l'air qu'on respire, etc. Et le réchauffement climatique. Et ça, c'est un problème. Covid, ce sera derrière nous, on l'espère, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, mais bon, il y a un moment où Covid sera derrière nous. Et les problèmes d'environnement, en revanche, sont face à nous, et ils sont là dans la durée. Il va falloir mettre en place des politiques de gestion du risque et d'adaptation qui vont être extraordinairement complexes. Et ce qui nous rend plutôt optimistes dans le bouquin, c'est que l'émergence du Covid a également façonné une meilleure compréhension de l'enjeu climatique. D'abord, on s'est rendu compte que la pollution de l'air tue. Oui. Hein, et on le sait bien, on le sait très bien, Chamonix est la vallée de l'air. Bien sûr, et donc, beaucoup d'articles ont mis en évidence une corrélation très forte entre les taux d'infection et les taux de décès et la pollution de l'air. C'est l'une des raisons pour laquelle la Lombardie a été aussi fortement touchée d'ailleurs. Évidemment, on sait que les risques zoonotiques, donc les risques de transmission des maladies animales vers les hommes, sont causés par la déforestation. Et le Covid a son origine peut-être les pangolins, les chauves-souris, ou les... Enfin, on ne sait pas exactement, mais bon, c'est des problèmes de déforestation et de non-respect de notre environnement qui exacerbent ces problèmes. Donc, il y a une volonté sans doute beaucoup plus clairement affirmée de gérer ces problèmes. Et ce qu'on s'est dit dans le livre, c'est peut-être une hypothèse un peu optimiste, mais on s'est dit, même si les politiques refusaient de s'engager dans cette voie de décarbonisation massive de l'économie, on est assez optimiste que l'activisme
en particulier l'activisme des jeunes, permettra d'imposer ces mesures à nos autorités politiques. Moi, je suis assez surprise quand même par rapport aux politiques et par exemple à l'environnement, en tout cas à Chamonix, parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours par exemple manifesté pour la qualité de l'air, etc. Mais j'étais vraiment bambine, hein, j'avais 5-6 ans, mon papa était encore là avec mes parents, bref. Et comment est-ce que vous expliquez que la politique voit le monde à court terme comme ça ? Pourquoi, vous qui avez travaillé un petit peu en politique aussi, pourquoi est-ce que l'économie... je trouve ça très intéressant en fait votre point de vue d'économie green aussi, parce que pourquoi est-ce que notre monde ne fait pas plus partie de l'économie en fait ? Comment ça se fait ça ? Alors la raison elle est relativement simple. Il y a un terme dans le jargon économique qui décrit ce phénomène, c'est le problème d'intemporalité. Oui. L'horizon des hommes politiques est un horizon au maximum à 5 ans. Et l'horizon de l'humanité, c'est un horizon sur le très très long terme, intergénérationnel. Dans les régimes démocratiques, donc, l'horizon temporel d'un décideur politique, c'est 5 ans maximum. Oui. C'est le cas en France. Oui. 5 ans, c'est rien du tout pour mettre en place des mesures aussi radicales que celles qui sont requises pour gérer le problème du réchauffement climatique. Donc c'est ce problème. C'est pareil pour les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, il est nommé par le conseil d'administration pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tous ces problèmes qui se posent, c'est des problèmes de long terme. Et c'est un problème consubstantiel à l'être humain. On est toujours préoccupé par ce qui va nous arriver demain matin et non pas par ce qui pourrait nous arriver dans 6 mois. C'est la raison pour laquelle on boit trop, on fume trop, on ne dort pas assez, on se nourrit mal. Il y a un très fort discount qui s'applique quand on commence de réfléchir au futur. Et c'est ce problème qui nous concerne tous. Et donc, dans l'exemple le plus patent est celui de l'environnement. Bien sûr. Alors, vous en parliez tout à l'heure, donc en conclusion de votre livre, vous parlez de ces 2 choix qu'on peut faire, qu'on se retrouve à la croisée des chemins un petit peu, entre 2 voies, donc le chemin de on fait rien, on reste comme on est, et puis on verra ce qui se passe quand on fonce dans le mur. Soit on fait un reset, on change tout, on change des choses qui sont essentielles, et on se dirige vers un monde qui est plus équitable, plus inclusif, plus respectueux de la nature. Vous qui donnez souvent des petits conseils à des gens, etc., vous voyez ça dans combien de temps ? Si on prenait ce 2e chemin plus respectueux, vous pensez que si tout le monde s'y met, les jeunes, vous parliez des jeunes, ça sera là quand ça ? Parce que j'ai quand même l'impression qu'après, on n'est pas complètement post-Covid, mais que quand même tout le monde est retourné dans ses travers assez rapidement quand même. C'est pas évident, c'est vraiment une question très très importante qui se pose partout dans le monde. Je crois que chaque pays a des réponses qui dépendent de la culture du pays. Bien sûr. L'espoir qu'on forme, c'est que la crise du Covid, qui est une crise existentielle, favorise l'introspection. Tout ce qui nous menace favorise la réflexion, l'introspection. On se dit qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui est important pour moi. Et j'espère voir les prémices d'un changement d'attitude où on se dit, en fait, on vit dans un monde de surconsommation. Il y a plein de choses qu'on consomme qui sont des cochonneries dont on n'a pas besoin. On va sans doute prêter davantage d'attention à notre bien-être, au well-being, qui est une connotation beaucoup plus positive en anglais. C'est peut-être mieux d'aller marcher en montagne ou de bénéficier des forêts ou d'aller marcher sur une plage que d'aller dans un parc d'attractions, se balader sur des trucs mécaniques. Donc je pense qu'il y a... ça fait 5 mois qu'on est dans la pandémie, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer de manière définitive, mais on peut voir l'émergence de tendances partout dans le monde qui consistent à dire, faisons attention, on peut vivre beaucoup mieux en consommant beaucoup moins. Et le contre-exemple le plus patent de ceci, c'est la société américaine qui surconsomme et où le niveau de bien-être qui est mesuré chaque année dans un fameux rapport qui s'appelle le Happiness Ranking Report, publié par les Nations Unies et l'Université d'Oxford, dit, c'est le pays qui a le croissance en termes de PNB par habitant l'une des plus élevées au monde, et c'est l'un des pays qui génère le plus de malaise, de mal-être. D'accord, je ne savais pas ça, c'est intéressant. Alors qu'à la différence des pays scandinaves, qui constituent un peu le modèle, où sur les sociétés à forte high trust societies, confiance à la société, un rapport à la nature peuple. beaucoup plus intime, beaucoup plus fort. Peut-être moins de consommation, mais un niveau de satisfaction personnelle et de bonheur plus élevé, et constamment mesuré comme étant plus élevé que partout ailleurs depuis 15 ans.
Bon, ça c'est magnifique. Alors avant de se quitter, j'aimerais quand même que vous nous disiez où est-ce que vous aimez vous ressourcer à Chamonix. Vous vous dites qu'il faut aller se balader, qu'il faut marcher. C'est où votre petit endroit trop chouette? Dans la vallée? Oui, dans la vallée, il y a quelque chose qui serait un peu accessible à tous. Alors, il n'y a pas. Alors, quand on a écrit le bouquin sur la marche, Marianne et moi, il y a 3 ans, votre femme. on se disait quand on avait un problème, on allait se balader avec nos enfants et ça exerce un effet magique. Bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas un lieu. Enfin, ça dépend du moment de la journée, ça dépend de nos humeurs, de nos états d'âme. Quand on emmène des gens marcher, on aime beaucoup aller au Signal Forbes. Je trouve que c'est magnifique. Oui. Il y a 2 jours, on était belle à chasse, c'est magique. J'ai découvert un lieu où j'étais jamais allé. Ah, voilà. Jamais allé. Ouais. Belle, le mont Lachat. Oui. Tu connais? Oui. C'est juste magnifique. Magique, splendide. J'y étais jamais allé. Ça fait 50 ans que je suis dans la vallée. J'y étais jamais allé. Et puis, bien entendu, la haute montagne qui est sublime. Eh bien, un grand merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Je rappelle que votre livre s'appelle Covid-19, The Great Reset. Et on va écouter une chanson, un remix d'une chanson que vous aimez beaucoup, je crois. Hit the Road Jack de Mo Horizon. J'adore.